1963, la France était en plein renouveau. C'était une période où tout semblait possible, où le futur se regardait avec excitation et curiosité. La médecine avançait à pas de géant et l'homme visait déjà la Lune. La mode raccourcissait, la musique étourdissait. Une nouvelle société était sur le point d'éclore, quitte à en passer par la révolution de mai 68. Toute cette effervescence était propice à ambitionner de grandes choses, notamment en matière de prestations sociales et de solidarité. Et ce même loin, très loin de la capitale, au plus profond de nos Pyrénées. Sí, per la gent de Cerdanya tothom coneixerà que siguem en el poble d'Aer. El poble d'Aer, que és aquí que ha nascut l'associació Joseph Sauvy amb la creació de la Casa dels Avis. Je vous traduis en français. Ici, pour ceux qui connaissent la Cerdagne, nous sommes sur le haut du village d'Aer, village particulièrement sympathique et bucolique qui nous a toujours accueillis avec beaucoup de chaleur. C'est ici qu'a été créé donc, le premier établissement de l'association Joseph Sauvy, à savoir la résidence, elle-même appelée Joseph Sauvy. En 1963, le village d'Aer, comme toute la Cerdagne, vivait presque en autarcie. Ce haut plateau agricole, à l'image du monde paysan, avait une tradition de solidarité familiale et de voisinage. Bien sûr, il existait depuis longtemps la mutualité sociale agricole pour prendre en charge la santé des plus fragiles et les assurances mutuelles agricoles pour prévoir le pire coup du sort. Mais ici, le modernisme social avait du mal à s'implanter. La retraite, comme nous la connaissons aujourd'hui, était inexistante. La vieillesse et les maladies qui l'accompagnaient semblaient faire partie du quotidien et acceptées en tant que telles. Imaginez donc quel fut l'accueil réservé à ce que l'on qualifiait alors de maison de retraite et de soins, et qui portait le nom de quelqu'un dont on n'avait pourtant jamais entendu parler ici, Joseph Sauvy. Joseph Sauvy était un viticulteur. C'était un descendant de la famille Sauvy, famille qui était très connue en Roussillon. C'était un sage, c'était un visionnaire et c'était un humaniste. C'était quelqu'un qui avait la fibre altruiste et qui revendiquait quelque chose d'un peu spécifique, c'était la laïcité en agriculture, la laïcité de l'agriculture. Il était au service de tout le monde, particulièrement au service des exclus de la vie, des personnes âgées et des handicapés. Il voulait ouvrir le champ des possibles en brisant le carcan de la fatalité. À cette époque, la prise en charge des anciens au travers de maisons de retraite commençait à s'organiser. À Aer, le centre ouvert en 1963 autour de 2 grandes fermes accueillait près de 100 pensionnaires. Grâce à un personnel dévoué, il apportait avant tout soutien à une communauté de vie et des personnes souvent désœuvrées ou malades. Rappelez-vous que le principe franco-français du système social par répartition engageait la génération des actifs, à l'époque plus de 4 actifs pour un retraité, à faire preuve de solidarité. Par le biais de la manne que représentaient ces cotisations, l'assurance mutuelle agricole pouvait investir dans la construction de centres comme celui d'Aer et les mettre à la disposition de la compétence sociale de la MSA en charge du devenir des retraités. L'esprit de Joseph Sauvy, c'était de répondre à des besoins de la population, quel que soit le lieu et la difficulté pour y répondre. Donc c'est pour ça que Joseph Sauvy à Aer, c'était pas la facilité, mais il répondait à la fois à des besoins de la population et en même temps ce qu'on appellerait aujourd'hui l'aménagement du territoire.
Pour encadrer la gestion de ces établissements dans le plus grand respect de l'esprit de solidarité voulu à l'origine, les administrateurs de la MSA et ceux de l'assurance mutuelle agricole optèrent pour le statut de l'association à but non lucratif portée par la loi de 1901 et créèrent donc l'association Joseph Sauvy qui fête aujourd'hui ses 50 ans. C'était une maison de retraite, il y avait, comme je vous l'ai dit, maison de retraite, maison de santé médicale et maison une section de aussi convalescence repos. La section de médecine était très embryonnaire. D'infirmiers, il y en avait un seul. Il y avait des aides-soignantes, mais qui n'étaient pas diplômées. Monsieur de Menditte, qui était le directeur général de la mutualité agricole à ce moment-là, et il nous avait dit bon, vous remontez la maison ou on ferme. L'éloignement aussi de la Cerdagne ne facilitait pas le recrutement du personnel. Tout le monde était très dévoué. Les relations avec le village étaient bonnes. Pour beaucoup, c'était, j'allais dire, une aubaine. Les petits commerces locaux étaient un peu dopés aussi. Chez les agriculteurs locaux, bon, on se fournissait, mettons, de pommes de terre ou des choses comme ça. Hein. Le souvenir le plus cuisant, c'est cet hiver où, en débarquant ici, à mon domicile de Perpignan, j'ai eu un coup de téléphone me disant que la chaudière venait d'éclater. Alors on est resté peut-être une bonne huitaine de jours sans chauffage. Vous voyez un petit peu. Les bons moments, ben oui, ça a été le mariage de deux de nos pensionnaires. La Légion d'honneur aussi de Monsieur Colomet. Et c'est Monsieur de Roquelaure qui est venu lui remettre la Légion d'honneur. À la cuisine, toujours, on a eu des produits frais. Hein? C'était le marchand de légumes qui habite Monsieur Forns au village. Et c'est lui qui nous fournissait tous les légumes. Quand on servait à table le lapin, les pensionnaires, tous ils faisaient miaou, miaou. Parce qu'à l'époque, peut-être qu'il y en a eu un qui a dit c'est peut-être du chat au lieu du lapin. Bon, nous, ça nous faisait rire. Et les autres aussi. Ça leur manquait de manger comme chez eux. Et ils allaient dehors pour s'acheter de la charcuterie. Et après, ça l'a caché dans la chambre parce que c'était interdit d'avoir à manger. À l'époque, ils ne voulaient pas qu'on ait trop de choses dans les armoires. Oui, parce que des fois, on faisait le nettoyage des placards et on trouvait du vin, on était 14 employés pour toute la maison. Et voilà, ça se passait comme ça. Non, mais ça se passait très bien. Ils étaient arrivés avec leurs économies. Donc pendant un certain temps, ils ont payé leur séjour comme ça, en espèces. Moi, j'étais à la lingerie, on m'a détachée pour assurer au bureau la permanence. Il n'y avait pas de secrétaire à l'époque. Je recevais en début de mois les frais de pension en espèces de certains pensionnaires. Voilà. Il n'y avait pas de coffre-fort au bureau, simplement une boîte métallique avec une clé. Voilà. Et par crainte, cette boîte, je la cachais chaque soir au grenier dans une panière d'osier. J'étais responsable de ce coffre ambulant. À partir des années 70, R étant lancé et répondant parfaitement aux besoins de la population, nous, le conseil d'administration, ayant ressenti les besoins qui existaient au niveau du handicap, le conseil d'administration a décidé de créer l'établissement de Los Mazos. Nous avions l'espoir d'aller le plus loin possible et c'est par la suite d'autres établissements se sont créés pour poursuivre cette mission de Pardalets. Dès 1972, grâce aux premiers instituts médico-éducatifs, centres d'aide par le travail et foyers de vie, l'association s'ouvre à la prise en charge du handicap mental et propose enfin à tous, suivant ses possibilités, un projet de vie, d'avenir et ceux de l'enfance jusqu'à quasiment la retraite. Elle investit dès lors la plaine du Roussillon avec un établissement en Conflans, puis rapidement un autre à Bompas. Les Pardalettes, c'est le nom de l'établissement qui a été choisi par M. de Menditte, alors directeur général
des caisses de mutualité agricole, et c'est un terme catalan qui signifie les petits moineaux. L'idée du projet, c'est de créer un internat pour les enfants les plus lourdement handicapés. Jusque-là, sur le département, aucun internat n'existait, seules des places de demi-pension pour les enfants et éventuellement des places dans des structures hospitalières telles le centre hospitalier de Thuir. Donc l'idée forte, c'était de pouvoir donner effectivement aux familles le temps de respirer tout en ayant des enfants qui soient dans de bonnes conditions éducatives. Le jour de l'ouverture, ça a été quelque chose d'un petit peu épique. Nous devions ouvrir le 1er juillet 1972. Les travaux n'étaient pas finis, mais ça c'est habituel. Donc nous avons décidé d'ouvrir le 15 juillet, qui était un lundi. Le 14 juillet au matin, nous n'avions ni eau, ni électricité, ni cuisine installée. Donc c'était un petit peu le Far West. Aujourd'hui, ça paraîtrait ubuesque et les règles de sécurité nous interdiraient d'ouvrir. Là, à l'époque, le préfet nous a fait livrer, le jour du 14 juillet, un groupe électrogène pour qu'on ait de l'électricité. On avait installé un système de douche assez rustique en faisant chauffer l'eau. Et puis, on avait acheté 2 cuisinières familiales, 2 petites gazinières familiales. Et la cuisinière nous faisait la cuisine là-dessus. Dès le premier jour, on avait 30 enfants, donc, et on a ouvert dans ces conditions-là, avec un état d'esprit d'une équipe éducative et du personnel des services extraordinaire qui a fait un travail colossal. On a accueilli des enfants à partir de 6 ans et on devait les accueillir jusqu'à ce qu'ils soient adultes, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans. Nos premiers objectifs pédagogiques, ça a été effectivement de leur donner un petit peu d'autonomie, un minimum d'autonomie, et au fur et à mesure d'arriver à commencer à une éducation un peu plus poussée, avec des instituteurs, avec des éducateurs techniques, avec un petit apprentissage professionnel. Avant que nos enfants, que l'on exige de la population d'intégrer nos enfants, on va faire en sorte qu'ils soient intégrables et qu'ils choquent le moins possible à l'extérieur. Et qu'on puisse dire, ah ben oui, les Pardalettes, ils peuvent venir n'importe où, on ne s'en aperçoit pas, ils sont impeccables. Les enfants que nous recevions ici étaient, pour beaucoup, incapables de travailler dans un CAT. Leur handicap était trop fort, trop important. Et nous avons très vite envisagé de transformer une partie de l'établissement en foyer occupationnel, c'est-à-dire un foyer où on allait bouger, où on allait faire plein de choses, mais où la rentabilité n'avait aucune importance. Ce qui était essentiel, c'était d'avoir des jeunes gens épanouis, qui vivaient leur vie le mieux possible et qui étaient bien dans leur peau. Ben là, on est dans la pépinière de l'ESAT Charles de Mendit, anciennement CAT Charles de Mendit. C'est une pépinière qui est très très belle, je trouve, aujourd'hui. Donc on a vraiment continué ce qui avait été lancé. Je vois des agrumes magnifiques. L'ouverture du CAT, puisqu'il faut dire CAT, puisque c'était en 1975, on a ouvert donc le CAT Charles de Mendit et le foyer Charles de Mendit en même temps. Mon idée au départ, c'était de créer un nombre d'activités le plus important possible pour essayer de répondre aux demandes des ouvriers handicapés. Alors, après réflexion et après le travail que j'avais fait au Pardalettes avec M. Velay, on avait choisi les activités qui convenaient, puisque encore aujourd'hui, ce sont les activités qui sont pratiquées dans cet établissement. Alors, ils étaient employés comme salariés et l'État faisait un complément de salaire, ce qui fait qu'en gros, les gens étaient entre 70 et 100% du SMIC. Le foyer avait une vie, il était ouvert tous les jours de l'année, 365 jours par an. Et il y avait dedans des garçons, dans un premier temps il n'y avait que des garçons ici, étaient pris en charge à 100% au niveau de leur vie. On les aidait dans tous les domaines en fonction de leur niveau à chacun. La prise en charge était adaptée à chaque personne. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils pouvaient aller voir leur famille s'ils en avaient, comme ils voulaient, ils choisissaient leur vie. Et puis, à côté de ça, il y a eu 2 loisirs phares qu'on a créés, c'est Pirando et le Burkina Faso. Et c'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui et qui apporte une richesse à tout le monde. C'est la vie.
À la fin des années 70, l'association est sur les rails et pense dès lors à moderniser et développer de nouveaux établissements. À Aire, on vient d'implanter une unité médicale moderne en lien direct avec l'hôpital de Perpignan. À la moyenne d'une nouvelle création tous les 4 ans, les années 80 à 2000 furent prolifiques. De nouvelles implantations, mais également de nouvelles missions tournées vers le service d'aide à domicile pour les soins ou l'enfance handicapée. L'arrivée du nouveau millénaire s'accompagna de quelques vicissitudes structurelles qui, sans bouleverser profondément la continuité de la mission de l'association, eurent pour résultat de souder encore plus le conseil d'administration autour du pacte de ses fondateurs. Au moment où Groupama et la MSA ont fait le choix de créer des structures régionales, Joseph Sauvy a fait le choix de faire perdurer une structure départementale en embauchant un directeur général pour donc prendre en main l'avenir, le développement de l'association. Alors mon arrivée dans le département, c'était une rencontre avec le monde agricole, rencontre avec Mme de Monteillat, Rose de Monteillat. C'est les gens qui la rencontrent en général, ça rappelle, et moi je m'en rappelle. Pour moi, c'était la découverte du monde agricole dans sa richesse. On sentait tout le passé, toute la force du passé agricole et la force de la solidarité agricole du département. Je revenais aux sources de ma femme, puisqu'elle est du pays catalan. J'ai dû me mettre à comprendre le catalan. Et bon, pour moi, c'était une découverte que ce monde. Ils avaient, je dirais, fort sagement posé les fondations, les statuts, la mutation. Et ils attendaient qu'un directeur général mouline et ils arbitraient les choix. Donc, honnêtement, ça a joué, sans souci. La première chose que j'ai fait, c'est de faire du lien entre toutes ces personnes qui travaillaient entre elles. Hein, mais là, il y avait une association, donc lui donner vie. Reprendre les cartons, les projets qui étaient dans les cartons, parce que, effectivement, et puis leur donner vie. Et puis commencer à fonder, à établir un siège, c'est-à-dire des capacités comptables, de ressources humaines, de secrétaire à direction. Là, on partait de très peu, de quelques unités, pour aujourd'hui à 30. Donc on était à 2, 3, 4, 5. Donc il fallait pour arriver à 30 aujourd'hui quasiment. Bon, on a triplé les effectifs et triplé le chiffre d'affaires. Aujourd'hui on est propriétaire de la plupart des immeubles. Au début des années 2000, la carte des implantations de l'association affichait surtout une présence en Cerdagne, en Conflans et sur la côte. Ce déséquilibre territorial, mais aussi de prise en charge, existait notamment pour les enfants handicapés et les personnes âgées autour de Perpignan. Le choix un moment envisagé de construire de nouvelles structures fut petit à petit mis de côté, au profit de l'idée de collaborer puis de fusionner en 2009 avec une autre structure départementale issue du monde de l'éducation nationale, l'ARAS, l'Association roussillonnaise d'action sociale. En 2009, c'est une époque où le contexte médico-social, beaucoup d'associations se posent la question de comment les révolutions dans le contexte futur. Bon, Sauvy était en croissance, de toute façon, on était en développement. On a eu des contacts avec une association amie, association roussillonnaise d'action sociale, qui travaillait sur les mêmes territoires que nous, Prades, Vernay-les-Bains, Bonpass, sur des structures identiques à nous. Et donc on a dit on va faire un bout de chemin ensemble. On a fait un groupement de coopération. De ce groupement de coopération, on s'est dit, bon, soit ça marche, soit on se sépare. Et en fait, les gens ont la mécanique a trop bien pris. C'est-à-dire que rapidement on nous a dit, mais vers quoi vous voulez aller? On a dit, bon, on va aller vers une fusion qui aura le mérite de la clarté, de simplifier en tout cas la lisibilité de l'organigramme. L'ARAS est une association qui a vu le jour il y a très longtemps. Je crois que nous devrions se fêter, si nous existions encore, son cinquantenaire. Elle a pris son assise et trouvé en quelque sorte son destin à partir du moment où la présidence a été prise par Louis Lacuve, qui était inspecteur primaire et spécialiste en enfance inadaptée. Incontestablement, l'ARAS a été adossée à l'éducation nationale. L'ARAS a connu là son beau développement en développant l'éventail, en ouvrant l'éventail des possibilités. Il y avait dans l'air les autorités, la préfecture, enfin d'une façon générale, il y avait une politique de fusion des petits établissements pour des raisons d'efficacité et pour des raisons d'amélioration de la gestion. Parce qu'il est évident qu'une poussière de petits établissements
Quand elles se regroupent, ça fait une seule gestion. Ça coûte moins cher d'ailleurs, il faut bien le dire. Et la gestion se fait mieux, à cause des achats groupés, enfin pour des tas de raisons. Il y avait par ailleurs une association sur les actions sociales un peu en perdition. Nous avons eu au conseil d'administration 10 décès en 5 ans, ce qui a décapité l'ARAS en très peu d'années et qui lui a fait perdre son efficacité, bien qu'elle ait toujours été parfaitement bien régie, parfaitement bien administrée, et que quand nous sommes passés à la SOVI, l'association était parfaitement saine, elle avait une gestion parfaite. Et il y avait quand même un patrimoine important et un gros travail de fait qui n'avait plus de tête, qui ne pouvait plus avoir une tête, une gestion administrative convenable. Et c'est ainsi que les choses se sont faites. Aujourd'hui, plus que jamais, l'élan de solidarité lancé par Joseph Sauvy accompagne le quotidien de centaines de bénéficiaires. Les 30 établissements ou services dédiés emploient quotidiennement près de 1000 salariés. Depuis 50 ans, l'association Joseph Sauvy balaie un champ d'action qui n'a fait que s'élargir au fil des années. Des personnes âgées aux adultes handicapés en passant par l'enfance inadaptée. Aujourd'hui, la toxicomanie avec Ascode et demain, la petite enfance avec un projet de crèche. Quel que soit le handicap, l'association est toujours là, 24 heures sur 24, aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin. Cette année, cela correspond à plus de 3000 missions individuelles d'accompagnement en établissement ou en service à domicile. C'est ainsi qu'à l'approche de son 50e anniversaire, l'âge de raison pour certains, la fleur de l'âge pour d'autres, l'association demeure toujours aussi jeune d'esprit, pleine d'enthousiasme et prête à poursuivre son action et son développement pour le plus grand nombre. Sauvy a fonctionné très bien parce qu'il avait tout le monde le disait, une chaîne de décision très courte. C'est-à-dire présidente qui était reconnue, conseil d'administration implanté localement, mais il faut qu'on fasse un peu du recrutement extérieur. Il faut quand même qu'on reste en première division et voir qu'on puisse jouer quelquefois les play-offs et les coupes européennes. Donc pour ça, il faut qu'on soit bon, qu'on soit dans les compétitions, qu'on joue techniquement et en gestionnaire à ce niveau-là. Aujourd'hui, on va vers des collaborations, des partenariats, des groupements. On est dans beaucoup de groupements, des groupements de coopération sanitaire, on est dans les groupements de coopération médico-sociale. Enfin, voilà. Et il faut que ces partenariats se développent, s'enrichissent. Bon, la présidente dit, je crois que c'est vrai, c'est cet enjeu. L'étape suivante, il est vraiment conserver son âme ou son identité qui a été sa force, tout en devenant des vrais pros, des gens qui effectivement amènent une plus-value. Des pros avec une touche et une fibre sociale agricole. Finalement, on dit souvent que la vie commence à 50 ans. En tout cas pour l'association Joseph Sauvy, l'on peut parler de nouvelle jeunesse et d'un avenir prometteur que ne renieraient sûrement pas ses valeureux fondateurs. Alors, à toutes et à tous, bon anniversaire!